Alors, bonjour et bienvenue, chers amis. Aujourd'hui, pour cette sixième conférence de la série, de renouer avec le merveilleux monde de la peinture. Si vous êtes vraiment un mordu de la sculpture, vous devrez patienter jusqu'au mois de juin pour un autre entretien sur ce sujet. Allons donc voir maintenant ce que le plan de la conférence d'aujourd'hui nous réserve. Alors, on va commencer la conférence par le peintre espagnol El Greco, suivi de l'Américain Edward Hopper, puis ce sera le Québécois Clarence Gagnon. Nous allons étudier le mouvement du mois, c'est le pré-raphaélisme. Et justement, comme c'est à propos, on va suivre avec le peintre anglais William Waterhouse, qui était lui aussi un pré-raphaéliste. Va suivre le peintre italien, le Titien, ce géant de la peinture de Venise, avec ensuite le français Édouard Manet. L'infotechno du mois, c'est le principe du collage. Puis nous allons conclure avec le flamand Peter Bruegel, dit Bruegel l'Ancien. Et nous allons terminer avec le tchèque Alphonse Mucha. J'espère que vous appréciez mon accent tchèque. Je l'ai pratiqué pendant des heures. Et nous allons maintenant aller de l'avant avec El Greco. Comme son nom l'indique, il était grec de naissance. Il était né en Crète en 1541 et il est mort à Tolède en Espagne en 1614. Il est considéré comme le peintre fondateur de l'école espagnole du XVIe siècle. Son œuvre picturale est caractérisée par des formes allongées. Regardez la longueur de ce nez et des couleurs vives. Son style singulier aurait influencé de nombreux artistes du XXe siècle tels que Picasso et Pollock. Dans sa jeunesse en Grèce, il réalise des icônes en suivant les principes de l'art byzantin. Selon la période qu'il a passée en Italie, il se met à la peinture au chevalet sur toile en utilisant la technique du clair-obscur, le chiaroscuro. Un de ses premiers tableaux, c'est le portrait du cardinal de Guise, qu'on voit ici. C'est en 1572 qu'il peint ce portrait. Le cardinal a, à cet âge, alors 47 ans. Il était originaire de la Lorraine. Ce cardinal était un orateur de talent. Il représentait la puissante Église de France à Rome. Et il aurait été à l'origine de la guerre contre les Huguenots, ces protestants français. Jeune garçon soufflant sur un tison, vers 1600. Il peint le visage de ce garçon brillamment illuminé pendant qu'il essaie de créer une flamme avec une braise rougeoyante. Il a recréé un chef-d'œuvre classique de l'Antiquité grecque, sachant que son commanditaire était un fervent de cette période. La purification du temple. Cette scène biblique peut être interprétée comme le symbole de la purification de l'Église par le mouvement de l'Inquisition à cette époque-là. La présence de El Greco, cet étranger en Italie, va déclencher toute une polémique dans le monde des arts après qu'il eut proposé, imaginez-vous, au pape de détruire les fresques de Michel-Ange dans la chapelle Sistine et de les refaire lui-même. Rien de moins. Il voulait en éliminer les nus qu'il jugeait indécents. Il va sentir qu'il a dû quitter l'Italie subito presto. L'expolio, en 1567, il quitte Rome pour l'Espagne, où il reçoit la commande de réaliser cette œuvre pour la cathédrale de Tolède. En français, ce tableau est appelé « Le partage de la tunique du Christ ». C'est une peinture qu'il a mis 2 ans à compléter, mais qu'il a consacrée comme peintre d'importance en Espagne et bien apprécié par les élites. Ici, on voit le Christ en pied qui revêt le manteau écarlate d'un soldat romain dont on l'avait couvert par dérision. Tout le tableau est construit autour de la figure centrale et longiligne du Christ, dont la tunique génère la lumière dans la composition. Et c'est un gros contraste avec l'habit vert lime de l'homme à sa droite. La Trinité. De 1577. Cette scène nous montre le Père éternel coiffé d'une mitre orientale soutenant le corps du Christ. Il faut remarquer les différentes teintes de tissu utilisées.
L'influence de Michel-Ange est remarquable dans l'anatomie vigoureuse de Jésus. Cette œuvre a été placée à l'étage supérieur du retable de l'église Santo Domingo de Tolède. La ville de Tolède sous l'orage de 1597. C'est un de ses premiers paysages. El Greco a précisé qu'il a été obligé de déplacer un bâtiment pour donner plus de visibilité à la perspective. Ce tableau se retrouve au Metropolitan Museum de New York. Selon l'écrivain bien connu Ernest Hemingway, c'est le meilleur tableau de ce prestigieux musée, et disait-il, et Dieu sait qu'il y en a de très bons. La mort de Laocoon et de ses deux fils. Il a été, la déesse Athéna voulait les faire étrangler par des serpents de mer. Le style du Greco est très original. Les corps nus sont plus griffonnés que définis. La couleur peu réaliste, la composition sans perspective, le trait de pinceau évident évoque plus ce côté dramatique de la scène que sa crédibilité. Ce tableau fait référence à une statue romaine, de l'Antiquité sur le même sujet. Le portrait de Jorge Manuel, ce fils du Greco, a été un peintre, un sculpteur et un architecte espagnol élevé par son père seul. Il apprend le métier en travaillant à l'atelier du paternel. Après la mort de ce dernier, il travailla principalement comme architecte et sculpteur de la mairie de la cathédrale de Tolède. La Nativité. C'est un tondo, donc un tableau en rond, un rotondo, peint en 1597. Le Greco dépeint une scène dans les ténèbres où la lumière émane de l'enfant Jésus posé sur un linceul lumineux. Saint-Barthélemy. Ce tableau a été peint entre 1610 et 1614 et fait partie de la série des portraits que El Greco a fait des 12 apôtres. Celui-ci est vêtu d'une tunique blanche avec un manteau de la même couleur sur l'épaule. Dans sa main droite, il tient un couteau pour rappeler qu'il a été écorché vif. Ouch! L'enterrement du comte d'Orgaz de 1587. Cette toile est un chef-d'œuvre emblématique du siècle d'or espagnol. Elle représente l'enterrement miraculeux et merveilleux de ce notable de Tolède. Saint-Augustin et Saint-Étienne seraient apparus pour ensevelir le corps du défunt. On les voit de chaque côté de la dépouille mortelle. Dans la partie supérieure, on remarque Jean-Baptiste de dos qui intercède auprès de la Vierge Marie et de Jésus pour que l'âme du comte puisse entrer dans le royaume des cieux. À gauche, Saint-Pierre, allongé sur un nuage, attend peinard avec les clés du paradis. Le martyre de Saint-Sébastien, de 1578. Peint dans le style de la fin de la Renaissance, cette toile montre bien la formation italienne du Greco. La figure est gracieuse et naturaliste, avec les yeux tournés vers le ciel, soit en connexion avec Dieu, soit en acceptation de son sort imminent. Certains historiens de l'art suggèrent que le Greco souffrait d'un problème oculaire qui l'aurait porté à allonger les formes. Un oculiste espagnol a précisé que c'était probablement de l'astigmatisme qui serait responsable de cette caractéristique du Greco. Est-ce qu'il y a des questions sur El Greco? On va passer à M. Edward Hopper. On voit ici. C'est un peintre et graveur américain né en 1882, décédé en 1967. Il a passé toute sa vie dans l'État de New York. Son style est typique du réalisme américain. Il a toujours voulu représenter des scènes de la vie quotidienne et de la classe moyenne. Ses toiles expriment beaucoup de nostalgie pour un monde qui a beaucoup changé et où ses personnages sont la plupart du temps esselés et mélancoliques. Le Front des Arts de 1907. Pour compléter sa formation artistique, Hopper a fait 3 séjours à Paris entre 1906 et 1910, où il a eu l'occasion de peindre cette scène parisienne. Toute sa vie, il restera francophile. Il lira et même écrira dans cette langue.
Il paraît qu'il était même capable de réciter par cœur des poèmes de Verlaine. Maison près de la voie ferrée, de 1925. Il s'agit de son premier succès commercial. On constate un grand contraste entre la voie ferrée au premier plan, avec des couleurs franches à l'horizontale, et la maison aux couleurs plus froides et de construction verticale. Harper peint ici l'isolement qui résulte de la vie moderne qui s'annonce. Les rails symbolisent la vie moderne et la maison victorienne, le vestige du passé. Dimanche, de 1926. Au premier plan, on voit un homme seul et d'âge moyen fumant le cigare, mais assis sur un trottoir de bois. Derrière lui, on retrouve une rangée de bâtiments sombres. De toute évidence, ces commerces sont fermés car c'est dimanche. Ce tableau est ambigu quant à l'histoire qu'il raconte, mais il s'en dégage une pressante impression de désolation et d'isolement. Compartiment de train de 1938. Une femme seule lit son magazine dans le compartiment d'un train. Le monde extérieur est là à travers la vitre. Le compartiment lui aussi existe, mais toutes ces réalités s'ignorent. Le monde réel semble vide, mais pas vraiment inquiétant. Il s'agit d'un néant constitué d'objets. Tôt, un dimanche matin, de 1930, la façade du bâtiment occupe tout le tableau. Le mur de l'étage est en briques rouges, le rez-de-chaussée est constitué de boutiques vides et fermées. Le dimanche était jadis un jour de répit et de repos. On a une nette impression de vide en le regardant. Gaz de 1940. En quoi cette toile est-elle une critique de la société américaine des années 40? Les États-Unis sont entrés en guerre contre l'Allemagne cette année-là. On sort tout juste d'une crise économique éprouvante qui a provoqué une grande pauvreté dans le pays. L'urbanisation du pays s'accélère. L'homme dans ce tableau n'a pas l'air d'être le pompiste, il est bien vêtu. Harper a peut-être voulu représenter la frontière entre le monde naturel symbolisé par la forêt de l'autre côté de la route et la modernité symbolisée par la station-service. La voiture ici est absente, mais elle est présentée comme l'élément qui apporte l'urbanisation des régions plus sauvages. Celle-ci est ce qui permet à l'American Way of Life de se réaliser. C'est vraiment le monde en transition que Harper veut nous présenter. Room in New York, 1932. C'est une scène de la vie quotidienne d'un couple habitant la Grosse Pomme. C'est le soir, on voit un homme qui lit un document près de la petite table ronde, tandis qu'une femme pianote d'un seul doigt, prise dans un tourbillon de réminiscence et de nostalgie. On sent de l'attente et de la solitude de la part des deux personnages. Je vous ferai remarquer également qu'on voit la porte qui est dans le milieu du tableau. Il n'y a pas de poignée à la porte. Hein? C'est comme si ces gens-là étaient prisonniers de leur petit appartement. Nighthawks, de 1942. On peut traduire ce titre par Les oiseaux de nuit. Ce tableau montre 4 personnes assises dans un diner tard dans la nuit. L'atmosphère semble tendue, dramatique et figée. Un homme mange seul, un couple se touche presque la main mais ne se parle pas. Le serveur lui paraît discuter. L'absence d'une porte de sortie rend les personnages prisonniers comme des poissons dans un aquarium. On y retrouve des thèmes chers à Harper, l'amour, la solitude et la mort. C'est le plus célèbre tableau de Harper, un de ses plus marquants, il est des plus marquants de l'art américain au complet. Ce tableau se retrouve au Art Institute de Chicago. Midi tapant, ou High Noon en anglais. Les personnages de Harper sont souvent seuls et méditapants à un de ses tableaux. Une femme anonyme se tient dans l'embrasure de la porte d'une maison, sans doute à Cape Cod où Harper aimait aller. Attend-elle quelqu'un? Est-elle allée simplement regarder dehors?
On ne voit pourtant aucune activité. On voit la maison frappée par le soleil intense de midi, qui produit des ombres sur le toit et sur les murs. Soleil du matin, de 1952. On peut interpréter ce tableau de façon fort différente. On pourrait y voir un cadre réchauffé par le soleil qui entre par sa grande fenêtre. On pourrait sentir le café qui se réchauffe, avec cette femme sans âge qui se laisse porter par ses pensées devant le ciel new-yorkais si bleu. Par ailleurs, on pourrait tout autant avoir envie de crier tellement on se sent envahi par le vide, étouffé par le néant. On peut voir cette femme plongée dans une angoisse, figée et paralysée devant cette fenêtre qui l'aspire tout entière. Conférence de nuit de 1949. Harper ne donnait jamais d'explication sur le sens de ses œuvres. Pour celle-ci, il a dû le faire, car un client avait acheté cette toile dans une galerie d'art et quelques jours après, il l'a retournée parce qu'il croyait avoir fini, parce qu'il a fini par croire que cette rencontre nocturne ne pouvait être qu'une rencontre entre agents communistes. Il faut dire qu'à cette époque, les États-Unis étaient au complet atteints d'une paranoïa collective causée par la commission McCarthy qui voyait des communistes partout. Harper a dû expliquer que non, l'inspiration lui était venue en voyant les espaces de bureaux illuminés le soir, même la nuit. La lumière de la rue qui entre par la fenêtre est certes impressionnante. Les gens au soleil de 1960. Assis à la terrasse d'un hôtel avec les chaises toutes bien cordées, bien placées en parallèle, ces gens à l'expression figée sont remarquables. La communication entre ces personnages est carrément non existante. Un dernier tableau de Harper, Chair Car, de 1965. Cette toile nous montre 4 personnages à l'intérieur d'un train de banlieue. Encore une fois, Harper illustre le manque de communication et la solitude de ses sujets. Alors, on va quitter M. Harper. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet-là? On va passer à Clarence Gagnon. Le peintre québécois est né à Montréal en 1881 et est décédé en 1942. En 1900, Gagnon se lie d'amitié avec le peintre Horatio Walker, établi à l'île d'Orléans. Des hommes ont un intérêt pour la peinture de paysage. C'est ce qui ne l'empêche pas de faire aussi des portraits. On va en voir 2 de ces portraits. Premièrement, femme arménienne, qu'il a peint en 1899. L'année suivante, il a fait ce tableau, Vieille dame lisant. Remarquez tout le soin apporté dans la représentation des mains de la dame. C'est vraiment très, très beau. En 1902, il se rend pour la première fois à Baie-Saint-Paul. C'est en décembre 1903 qu'il a réussi à vendre 17 de ses toiles à un marchand d'art, ce qui lui donne suffisamment de sous pour pouvoir s'embarquer pour faire un séjour à Paris. Tout un séjour, il restera de 1904 à 1908. Il en a profité pour aller peindre des scènes en Europe, comme le Mont-Saint-Michel en 1907. La même année, il épousa Mme Catherine Irwin, qui avait 10 ans de plus que lui. Ce mariage ne fut pas heureux. Le divorce sera déclaré en 1918. De 1909 à 1914, Gagnon partagera son temps entre le Québec, la France et l'Italie. Voici une de ses œuvres produites à cette occasion en Europe, Santa Maria della Salute à Venise en 1911. Il se rendit entre autres à Venise où il fit ce tableau de la monumentale église sur les rives du Grand Canal. En 1913, un marchand d'art lui propose une exposition dans sa galerie de Montparnasse à Paris. Il y montre ce monde hivernal de Baie-Saint-Paul, composé de vallées, de montagnes et de contrastes frappants, d'ombre et de lumière. Sa palette se compose de blanc, de rouge, de bleu et de jaune pur. De 1914 à 1923, Gagnon retourne vivre à Baie-Saint-Paul. Il faut mentionner qu'il s'était remarié en 1919 avec Lucille Rodier,
qui avait elle aussi une formation artistique. Voici quelques œuvres datant de cette époque de sa vie. Alors, jeune femme à l'île d'Orléans, Gagnon est tout fier de nous faire ce tableau de sa nouvelle épouse lors d'un voyage à l'île d'Orléans. La coupe de la glace en 1920. Gagnon illustre la façon dont les Québécois s'assuraient d'avoir de la glace à l'année longue avant l'invention de la réfrigération. Le pont de glace à Québec, 1920. Avant qu'il y ait des traversées entre Québec et Lévis, les gens profitaient que le fleuve soit gelé en hiver pour la traversée à pied sec. Le train de Baie-Saint-Paul, 1922. On voit ici le train entrer en gare. Ce train faisait le parcours Lamalbé-Québec. On le surnommé de Tortillard à cause de son parcours sinueux le long de la côte. Village le long du Saint-Laurent en 1922. Un autre très beau paysage automnal, celui-là, avec la magnifique lumière de l'automne et ses coloris traditionnels. De 1924 à 1936, 12 ans, Gagnon séjournera encore à Paris où il consacrera ses énergies, entre autres, à faire des illustrations pour une édition de Maria Chapdelaine et du Grand Silence Blanc qui célèbre la vie des pionniers québécois. Il réalise aussi des toiles suivantes pendant cette période. Alors, le crépuscule à Baie-Saint-Paul en 1924, comme on voit ici. Le lièvre en 1924 aussi. La carriole rouge en 1925. La messe de minuit en 1933. Les foins en 1933 également. Dans Charlevoix, il a toujours encouragé les traditions artisanales dans la foulée du mouvement Arts and Crafts, ou les arts et les artisanats, si on veut, originaires d'Angleterre. La manière de vivre traditionnelle des habitants de Charlevoix est amplement représentée dans ses œuvres, lui qui s'était ancré à Baie-Saint-Paul. Clarence Gagnon nous laisse sur ces paroles. Je ne me suis jamais installé à Paris par délicatesse d'incompris. Là-bas, je ne peins que du québécois. Le motif reste figé dans mon esprit et je ne me laisse pas capter par les charmes du changement de paysage. En Suisse, en Scandinavie, partout, je retrouve mon Québec chez lui. Est-ce qu'il y a des questions sur Clarence Gagnon? On va passer, je vais vous raconter je vous parle du mouvement le pré-raphaélisme. C'est un mouvement artistique qui est né en Angleterre en 1848. Ce mouvement très militant visait à peindre comme les grands maîtres italiens qui ont précédé Raphaël. L'art anglais jusque-là était sclérosé par le conformisme académique, un peu comme en France avant les impressionnistes. On ne peignait que des images d'animaux et des scènes d'une banalité accablante. Des peintres comme Millet, qui a peint ce tableau qui s'appelle Ophélie, Hunt, Rossetti, dénoncent Raphaël pour son dédain de la simplicité et de la vérité. Il trouvait aussi que les personnages de Raphaël avaient des poses pompeuses. Pour les pré-raphaélites, à partir de Raphaël, la peinture italienne était sur la voie de la décadence. Je trouve qu'il charrie un peu. Dans l'art pré-raphaélite, les femmes sont omniprésentes. On voit ici Proserpine de Rossetti. On les représente à la fois comme des anges salvateurs ou comme des beautés dangereuses, comme cette Lilith de Collier. Ces femmes sont les symboles soit des personnages bibliques ou mythologiques ou littéraires, plutôt que de vraies personnes, comme la veuve romaine de Rossetti et Lady Godiva de Collier. Ce mouvement s'étiola après 3 ans seulement. Il fut amalgamé au mouvement du romantisme qui glorifiait lui aussi les légendes du Moyen-Âge et de la mythologie. On va passer à un peintre justement pré-raphaélite, William Waterhouse. Vous allez voir amplement ce que c'était ce mouvement-là. Alors, John William Waterhouse est né à Rome en 1849.
est mort à Londres en 1917. C'était un peintre britannique qui peignait dans le style des pré-raphaélites. Il est connu pour ses toiles dont le sujet était inspiré soit par la littérature ou la mythologie. Ses parents, tous deux, étaient des peintres, travaillaient à Rome au moment de sa naissance. À 5 ans, John William et sa famille reviennent à Londres. Artistiquement, il se forme en contact de son père et en suivant des cours. Je vais vous montrer ses tableaux. Consultation de l'oracle de 1884. Les miracles et la magie sont des thèmes fréquents chez Waterhouse. On voit 7 jeunes filles en demi-siècle dans l'attente que la prêtresse interprète les paroles de l'oracle. Les journaux londoniens avaient classé cette toile comme l'œuvre de l'année en 1884. The Lady of Charlotte en 1888. Cette toile illustre le poème écrit par Alfred Tennyson. Il s'agit d'une jeune femme enfermée dans une tour voisine du château du roi Arthur. Un jour, elle fuit la tour. Sous les rives du fleuve, elle trouve une embarcation et elle flotte en direction de Camelot, mais hélas, elle meurt avant d'atteindre le domaine du roi Arthur. Le cercle magique de 86. La magie, la sorcellerie et les prophéties sont des thèmes courants dans son œuvre. Cette femme tient une baguette magique dans sa main droite et semble tracer un cercle protecteur autour d'elle sur le sol. Le sens du tableau n'est pas très clair, mais le mystère et l'exotisme qui s'en dégage ont charmé ses contemporains. Cléopâtre, de 87. Waterhouse nous montre une femme d'une grande puissance et intensité. Son intelligence et sa sensualité sont mises en évidence. Elle montre peu sa peau, mais son corps est séduisant. L'aspect le plus frappant du tableau, ce sont ses yeux mystérieux. Elle semble à la fois agressive et charmante. La cueilleuse de fleurs, de 95. Waterhouse a peint plusieurs tableaux avec ce titre. Il lui semblait normal d'associer la féminité avec les fleurs. Dans cette version, on dit que la jeune femme est grecque à cause du bleu et du blanc de son vêtement, leur couleur nationale. Vous avez déjà vu ce tableau-là quand on a parlé, je pense, du Caravage. Alors, ça s'intitule Écho et Narcisse, en 1903. Ce peintre est connu pour avoir représenté de nombreuses scènes de la mythologie gréco-romaine. On voit Narcisse tendant la main pour essayer de saisir l'objet de ses envies, c'est-à-dire sa propre image qui se reflète dans l'eau. On voit aussi la nymphe Écho qui voudrait se rapprocher de Narcisse, mais celui-ci est sur l'autre rive. Les deux personnages sont torturés par leur amour qui n'a rien en commun. Étude pour Claire, 1900. Ce dessin d'une grande pureté était une étude pour le tableau Lady Clare. Cette œuvre est inspirée d'un autre poème de Tennyson. Borée, 1903. Borée est la personnification grecque du vent du Nord. Comme on peut voir, Waterhouse excelle dans sa capacité à fusionner l'éloge de la beauté féminine et les légendes de la mythologie. C'est une œuvre d'une beauté simple et envoûtante. La sorcière, 1911. Ce tableau représente la magicienne grecque Circé, qui était réputée pour être très puissante, amplement versée dans la préparation de potions capables d'opérer des métamorphoses. 12 étés, 1912. C'est une des toiles de Waterhouse qui a eu le plus de succès. Il nous montre une très jolie jeune femme, à moitié nue et étendue dans un jardin. Elle a le teint pâle et les cheveux foncés et droits. L'héroïne porte une longue robe drapée bleue. L'âme de la rose, 1903. Encore une fois, notre peintre s'est inspiré de Tennyson.
La façon dont la femme hume la fleur est particulièrement sensuelle. Waterhouse nous montre une palette de couleurs chatoyantes. Un mélange de tons rosés et orangés avec du brun évoque l'été et crée un beau contraste avec la robe qui est bleue mêlée de doré. Tristan et Iseult de 1916. Waterhouse a bien capté les deux amants sur le bateau à la veille de boire la potion qui, croit-il, va les tuer. On lit le désespoir dans le visage d'Iseult pendant que Tristan affiche un air de résignation face au sort qui l'attend. Ce peintre n'est pas seulement un pré-raphaélite, mais aussi un romantique attaché à cette légende médiévale bien connue. Miranda, 1916. Cette fois-ci, Waterhouse s'est inspiré d'un personnage de Shakespeare dans la pièce de Tempest ou La Tempête. Cette femme est retenue prisonnière dans une île avec son père Prospero depuis 12 ans. On la voit sur les rives de son île alors qu'elle assiste impuissante au naufrage d'un bateau que la tempête vient fracasser sur les récifs au large. Le Jardin enchanté de 1917. C'est une des derniers tableaux avant sa mort et d'ailleurs il est resté inachevé. Il a créé ce havre de chaleur en le pénétrant d'une signification plus profonde. On voit que les quelques flocons de neige sont tombés sur le sol. Mais dans ce jardin enchanté, les roses continuent de fleurir. Une des filles se penche pour les sentir. Les arcades à l'arrière-plan peuvent évoquer l'architecture romaine et le lieu de naissance de Waterhouse, alors qu'il est en train de mourir. Question de boucler la boucle, peut-être? Est-ce qu'il y a des questions sur Waterhouse? Alors, je reviens sur le dernier tableau qu'on a vu de M. Waterhouse, qui s'appelait Le Jardin enchanté. Je voulais vous montrer, parce que c'est un tableau qu'il a peint alors qu'il était presque mourant. Il a fini, en fait, il n'a jamais fini, mais il était inachevé. Il a montré qu'il y a des choses qui manquent, comme par exemple ce personnage-là. On ne voit pas vraiment son bras gauche, et ce personnage-là non plus. C'est des choses qu'il n'avait pas eu le temps de parfaire avant de décéder. OK. Passons maintenant, après M. Waterhouse, on va passer au Titien, qui est né en 1488 à Piève, qui est décédé à 88 ans, à l'âge de 88 ans, à Venise en 1576. 88 ans, c'était très vieux à cette époque, surtout avec toutes les épidémies qui ravageaient l'Europe. Ce peintre remarquable a produit une œuvre picturale considérable, notamment de portraits où il a fait la preuve d'une grande habileté à faire ressortir les traits de caractère de ses sujets. Une critique a déjà dit « Le Titien alliait la grandeur et le côté terrible de Michel-Ange à la grâce et à l'élégance de Raphaël et aux couleurs propres à la nature. » En 1516, à la mort de Bellini, le Titien est nommé à l'âge de 28 ans peintre officiel de la République de Venise. On va voir quelques-uns de ces tableaux maintenant. Le Christ portant la croix, de 1568. On a prêté à ce tableau des vertus miraculeuses. Le profil du bourreau qui tient un nœud coulant autour du cou du Christ a peut-être été inspiré de dessins de Léonard de Vinci, de même que le contour en sfumato des personnages. Sfumato, vous soulevez cette technique que Léonard de Vinci avait créée pour estomper les contours entre les surfaces. Danaïs, de 1554. Une peinture mythologique que le Titien a réalisée en plusieurs versions différentes. Tournant le dos au tableau religieux du Moyen-Âge, ce maître vénitien place l'humain au centre de la toile. C'est là tout le sens de la Renaissance. Cette toile résonne encore aujourd'hui comme étant un manifeste de la Renaissance italienne. Salomé, 1525. Dans une pièce sombre éclairée par une arche où on voit le ciel, Salomé porte sur un plateau la tête de Jean-Baptiste.
aidé par une jeune servante. Les deux ne semblent pas du tout horrifiés par la scène. Le Titien met ici de l'avant son idéal de beauté féminine. On peut voir aussi le même scène peinte par le Caravage qu'on voit ici, qui semble un peu plus dramatique. Flore de 1525. Le Titien dépeint ici une belle femme idéalisée. Sa main gauche tient un manteau rose, tandis que l'autre main tient une brassée de fleurs et de feuilles. On associe cette flore à la déesse du printemps et de la végétation. L'homme aux gants de 1520. On ne connaît pas l'identité du sujet, mais on voit sur un fond sombre un jeune homme de la première génération de la Renaissance. Son regard fixe un point indéfini loin du spectateur. Le Titien a voulu créer un nouveau genre de portrait où l'expression du sujet produit une profondeur psychologique susceptible de révéler sa personnalité. Le Titien, pour ce faire, a concentré son intérêt sur deux éléments, le regard et les mains. Le réalisme des mains est frappant quand on y perçoit les tendons et les veines bleues. La Bacchanale de 1524. Le tableau fait partie d'un trio qui a été admiré et copié par des peintres réputés comme Rubens, Poussin et Velázquez. Il a fourni l'inspiration qui a mené à l'émergence du style baroque. Malgré le mouvement énergique du fond vers le devant, l'attention se porte sur le superbe nu au premier plan. On voit que sa nudité contraste avec les autres bacchantes à demi-nues dans cette scène de beuverie. Son corps est très tendu, contrairement à la Vénus endormie de Giorgione. La Bella, 1535. Le Titien a réalisé ce tableau en pleine maturité. Ce portrait de très haute qualité nous montre un regard intense et un vêtement où on distingue des broderies dorées sous des luxueuses manches de velours. La composition est claire et le fond est sombre et uniforme. La Vénus d'Urbino, de 1538. Une femme nue tient dans sa main droite un bouquet, tandis que de sa main gauche, elle semble cacher pudiquement son sexe. On voit dans cette chambre typique de la Renaissance deux servantes richement vêtues, en l'arrière-plan, fouillant dans une malle. Le Titien nous montre les protagonistes, des proportions parfaites de cette belle dame idéalisée. Sa puissante charge érotique persiste encore intacte 5 siècles plus tard. Portrait du pape Paul III avec ses petits-enfants, 1545. Ce pape est le dernier pape nommé par les puissants Médicis de Florence. Ce pape n'a rien d'un homme de religion. Il a eu 4 enfants avec une concubine. Il a profité de sa position pour s'enrichir. Il a même nommé un de ses petits-fils cardinal à l'âge de seulement 14 ans. On le voit ici derrière le pape. Le portrait reflète les intrigues de sa cour à cette époque. Les couleurs de ce tableau ont suscité ces comparaisons avec les portraits du pape Jules II et du pape Léon X de Raphaël. On voit ici Jules II et Léon X de Raphaël. Saint-Sébastien. Comme El Greco le fera 8 ans plus tard, le Titien représente un saint chrétien que ses ennemis, les Romains, ont transpercé de leurs flèches. Sur un fond sombre, il nous présente la figure solitaire et bien droite de ce martyr. Les flèches semblent venir de partout. Des coups de pinceau nerveux et larges impriment à cette œuvre une expression particulière qui a influé sur une foule de peintres qui ont suivi. L'Assomption, 1578. Cette toile est sur le plus grand retable de Venise à l'église Santa Maria Gloriosa. Les personnages représentés sont plus grands que nature, car les fidèles étaient très éloignés du retable. Ce tableau tient compte des développements de la peinture de la Renaissance, tels exprimés par des artistes au sud de Venise, à savoir Michel-Ange et Raphaël. Les figures agitées des apôtres en bas de la toile marquent une rupture avec l'immobilité méditative habituelle des saints dans la peinture vénitienne.
La Vierge, avec sa robe rouge, attire l'œil du spectateur immédiatement. Dans ses vêtements, il y a du bleu et du rouge, deux couleurs qui depuis des siècles symbolisent la divinité, le rouge représentant la passion et le bleu son humanité. Y a-t-il des questions sur le Titien? On va passer à Édouard Manet. On va quitter Édouard Manet pour arriver avec Édouard Manet. On va quitter le Titien pour arriver à Manet. Ce peintre français est né à Paris en 1832 et décédé dans cette même ville en 1883 à l'âge de 51 ans. Il fut le précurseur de la peinture moderne en s'affranchissant de l'académisme. Il doit être considéré comme un des pères de l'impressionnisme. Son premier tableau, Le chanteur espagnol, 1860. Ce tableau grand format nous montre un guitariste habillé d'une veste noire, d'un chapeau noir et d'un pantalon gris. Il joue avec sa guitare tout en chantant la bouche grande ouverte. À cause de son réalisme et de son exotisme, cette toile est caractéristique de la période hispanique de Manet, où il s'est inspiré des peintres espagnols comme Diego Velázquez. Les parents de Manet, 1860. Son père était un ancien haut fonctionnaire et sa mère, qu'on voit derrière lui, tient un panier rempli de fleurs. Devant eux, on remarque sur la table un ouvrage à tisser et un petit missel. Les deux personnages ont la mine basse et paraissent plutôt soucieux. Le déjeuner sur l'herbe, 1863. Manet va causer un premier grand scandale dans le monde des arts. Dans cette toile, la présence d'une femme nue au milieu d'hommes habillés n'est justifiée par aucun prétexte mythologique ou allégorique. La modernité de cette scène et de ses personnages la rend obscène aux yeux de ses contemporains. Cette femme, bien trop réelle, regarde d'un air effronté le spectateur. Si Manet avait fait comme le Titien dans son tableau Concert champêtre, où la thématique est presque identique, mais où les femmes nues sont présentées comme des allégories de la poésie, alors il aurait évité toute cette controverse. Autre scandale, Olympia de la même année, Victorine, le modèle préféré de Manet, pose pour ce nu jugé à l'époque comme le plus scandaleux des nus jamais peints. Cette toile est acceptée au Salon de 1865, où elle est ridiculisée et injuriée avec une rare violence. C'est bel et bien une prostituée que Manet nous présente, d'où ici, c'est-à-dire d'où le scandale. Ce qui affecta Manet, qui rêvait de s'inscrire dans la lignée des grands maîtres qui ont fait des nus semblables comme le Titien, Giorgione, Goya et Velázquez. On voit ici la Maya nue de Goya, qui elle aussi avait causé un grand scandale à l'époque et qui avait obligé Goya à peindre la même Maya, mais vêtue, pour échapper aux foudres des autorités ecclésiastiques. Le Fifre, 1865, on y voit un jeune garçon légèrement déhanché, jouant du fifre et vêtu de l'uniforme de la garde impériale de Napoléon III. C'est au son de ces fifres que les soldats allaient au combat. On perçoit l'admiration que Manet avait pour la peinture ancienne, comme celle de Velázquez dans le Pablo des Valladolid, est aussi représenté sur un fond uni. Le balcon de 1868. Quand Manet peint ce tableau, les scènes de la vie bourgeoise sont un genre à la mode. Ces personnages sont des intimes de Manet. On remarque Berthe Morisot, assise au premier plan. Ils sont dans une attitude figée, comme perdus dans une rêverie intérieure. Le balcon de Manet est inspiré de toute évidence des Majas de Goya. Le déjeuner dans l'atelier de 1868. Réalisé à l'appartement familial des Manet de Boulogne-sur-Mer, où les Manet passaient l'été, c'est typique de Manet de mêler le bizarre et l'absurde.
On voit trois personnages indifférents les uns aux autres, avec un repas qui mêle des huîtres et du café. Des armes et des accessoires de combat et aussi un chat noir, depuis Olympia, symbolise Manet aux yeux des critiques. Le portrait de Berthe Morisot en 1872. Manet peint le portrait d'une grande amie qui épousera éventuellement son frère. Ici, Manet projette une lumière vive sur le sujet. Vous vous souvenez de Berthe Morisot, c'est une peintre impressionniste elle aussi. Avec ses yeux noirs, elle est aussi vêtue de noir, sans doute la meilleure façon de représenter cette beauté de type espagnol. Peut-être Manet a-t-il voulu montrer à Berthe, qui était aussi peintre, les subtiles variations possibles dans le noir, elle qui avait l'habitude de faire des toiles de plus en plus claires comme celle-ci. Argenteuil, 1874. Ce tableau impressionniste représente un canotier en compagnie d'une jeune femme au bord de la Seine, avec le village d'Argenteuil en arrière-plan. C'est sa première œuvre qui mérite le qualificatif d'impressionniste, en raison de son sujet naturaliste et surtout sur la facture audacieuse avec notamment le bleu criard qu'il a utilisé pour peindre l'eau du fleuve. La prune, 1878. Cette œuvre représente une jeune femme vêtue d'une robe rose assise sur une banquette rouge appuyée sur sa main droite. Devant elle, sur la table de marbre, est posée une coupe avec une prune à l'eau de vie qui donne le titre à l'œuvre. La femme semble figée dans une rêverie douce et mélancolique. Le cadre de ce tableau serait celui du café de la Nouvelle-Athènes, qui était le lieu de rencontre des impressionnistes. Nana, 1877, Manet, inspiré par un personnage créé par son ami Émile Zola dans son livre L'Assommoir, peint cette scène. Nana est une courtisane au charme certain. Aujourd'hui, on parlerait d'une escorte. La lumière et le contraste des couleurs la mettent en valeur. À cette fin de siècle émerge une nouvelle présence du corps trop longtemps caché sous de larges jupes victoriennes. Le bar aux Folies Bergères de 1882. On peut voir face à nous une jeune serveuse du nom de Suzon qui vient de servir un client. Son regard est perdu dans un visage arrondi au teint rosé. La modernité est représentée par des sphères d'éclairage électrique claires qui diffusent une lumière blanche. Manet en profite pour réaliser une toile d'une clarté froide et artificielle, ce qui augmente l'étrangeté du tableau. Le miroir derrière Suzon reflète le public des Folies Bergères. Manet veut rendre le bouillonnement et le bruit de la vie parisienne de cette époque-là. Est-ce qu'il y a des questions sur Manet? On passe à l'info techno du mois, le collage. C'est une technique de création artistique qui consiste à combiner des éléments de différentes natures. Des matériaux comme de la toile cirée imprimée, des extraits de journaux, du papier peint, des photos en les collant sur la toile. Cette technique a été appliquée à partir du début du 20e siècle avec le mouvement du cubisme synthétique par des artistes tels que Picasso et Braque. Maintenant, on utilise le terme technique mixte plutôt que collage. Picasso utilisait surtout des extraits de journaux qui faisaient allusion à des événements de tous les jours. Braque préférait des papiers peints à motifs variés, notamment du papier imitant le grain du bois. Certains artistes intègrent parfois à leur œuvre des objets divers, tels que des thermomètres, des règles, des cartes à jouer, des programmes de spectacle, du miroir, etc. On voit ici une combinaison de différents tableaux bien connus. On voit sur le fond, c'est le ciel de la nuit étoilé au-dessus du Rhône de Van Gogh. On voit ici le cri de Munch, la jeune fille à la perle de Vermeer, évidemment la Joconde de Léonard de Vinci. Alors, Picasso, en 1912, a donné une troisième dimension sur le tableau en montrant une guitare avec une plaque de tôle et des fils métalliques. On va passer maintenant à Bruegel l'Ancien, dont le vrai nom était Peter Bruegel,
C'est un peintre flamand né en 1525 et mort en 1569 à Bruxelles. Il est considéré comme une des grandes figures de l'art flamand avec Van Eyck, Jérôme Bosch et Pierre-Paul Rubens. Bruegel aimait visiter les paysans et il se plaisait à observer leurs mœurs, leur manière à table, leurs danses, leurs jeux, leur façon de se faire la cour et leur drôlerie. Il savait comment les vêtir sur ses tableaux et peindre leurs gestes mal dégrossis. On voit un premier tableau de Bruegel. L'ivrogne poussé dans la bauge des pourceaux en 1567. Ce tableau a été peint à l'huile sur un rondeau en bois. On y voit un homme corpulent se faire pousser dans un geste dans un petit bâtiment semblable à une porcherie. Dans l'auge, on voit des navets qui étaient aussi considérés comme aphrodisiaques, alors autre allusion à la débauche. La tour de Babel, 1563. Bruegel semble attribuer l'échec de sa construction à des problèmes de structure, plutôt qu'à des différences linguistiques divines. C'est une allégorie où on voit que le désir diriger une structure qui va percer les cieux, le symbole des dangers de l'orgueil humain, mais aussi l'échec de la rationalité face au divin. La tour de Babel, avec ses arches, rappelle le Colisée de Rome, qui était pour les chrétiens le symbole de la démesure et de la persécution. Tête de paysanne. Il s'agit du seul portrait peint par Bruegel. C'est possiblement une étude qu'il a faite pour un tableau plus important. Le réalisme de l'expression laisse penser que ce croquis préparatoire a été pris sur le vif. Bruegel n'a fait aucun portrait de ses clients ou contemporains, car il n'attachait aucune importance au culte de la personnalité. Ce tableau nous prouve qu'il était pleinement capable de représenter des visages. L'adoration des mages de 64. L'iconographie des personnages principaux est respectée avec les trois rois mages et la Sainte Famille. Le format est vertical alors que la plupart de ces tableaux sont à l'horizontale. Il n'y a pas de perspective ici comme dans la plupart des tableaux de la Renaissance flamande. Bruegel représente Joseph comme étant un artisan de son époque et non pas comme un personnage sacré. Le roi Gaspard a une veste rose posée sur ses épaules dont la manche droite a glissé sur le sol. Cette manche surdimensionnée forme une diagonale qui conduit le regard du spectateur à l'enfant et à Marie. Bruegel ne cherche pas à représenter la beauté car certains personnages ont des expressions tout à fait grotesques. Chasseur dans la neige de 65. C'est le plus célèbre tableau des paysages de neige de l'histoire de la peinture. En 1565, la Flandre avait connu un hiver glacial et une chute de neige plus qu'abondante. Ces chasseurs n'ont attrapé qu'un lapin après tant d'efforts. Bruegel nous montre toujours la dureté de la vie paysanne en contrepartie des joies simples comme ces villageois au loin qui s'ébattent sur le lac gelé au fond de la vallée. La moisson de 1565 également. En ce début d'automne, les moissonneurs ont cessé de travailler pour se restaurer à l'ombre d'un arbre. Cette scène de la vie quotidienne n'est pas idéalisée, mais est formulée par l'observation de la nature humaine. La couleur jaune des blés mûrs est prédominante ici. Paysage d'hiver, 1565 aussi. Bruegel nous montre une tradition bien ancrée en Flandre et en Hollande, où le sport hivernal par excellence était le patinage. Durant les semaines où les cours d'eau étaient gelés, personne ne quittait ses patins et tout le monde vivait sur la glace. Il ne doit pas s'étonner si les Hollandais sont de sérieux concurrents dans les épreuves de patinage aux Olympiques. La fenaison de 1565 également fait partie d'une série de tableaux qui représentent les saisons.
Celle-ci couvre la période de juin et juillet. C'est une belle saison lumineuse, verte et riche. On y voit une joyeuse agitation autour des travaux, des champs, une vraie joie de vivre. Chez Bruegel, la nature est inséparable de l'homme et il y a une subtile harmonie entre les deux. Le massacre des innocents. Bruegel a choisi de représenter cet épisode des évangiles dans un cadre contemporain et familial. Sous un soleil radieux d'hiver, un village flamand est livré à la violence aveugle des soldats venus massacrer tous les nouveau-nés de sexe masculin. Le choix de placer cette scène d'horreur dans un cadre contemporain en augmente l'effet dramatique. Bruegel aurait peint ce tableau pour dénoncer les violences des troupes espagnoles qui occupaient son pays à l'époque. Le repas de noces. On voit sur ce tableau une noce campagnarde se déroulant dans une grange. La mariée est repoussée au fond du tableau et passe presque inaperçue. Le sujet réel de ce tableau, c'est la gloutonnerie qui s'affiche au premier plan. Le vin coule à flot, un enfant se suce les doigts et un plateau est couvert de plats. Le domestique au premier plan est rendu monumental par une déformation de la perspective. Le pays de Cocagne de 1567. Dans cette toile, Bruegel réalise une satire de la paresse et de la gourmandise. Selon la tradition littéraire flamande, il existerait un lieu nommé Pays de Cocagne, où la paresse et la gourmandise règnent en maître, et où on peut trouver à manger sans faire le moindre effort. Les mendiants de 1568. On voit ici 5 mendiants, tous cul-de-jatte, avec des béquilles et au visage difforme. Dans la cour ensoleillée d'un hôpital, ils sont vêtus de costumes grotesques sur lesquels sont accrochés des queues de renard. Cette œuvre intense met en valeur le contraste entre la sérénité de cette dame qui déambule par rapport à la douleur de l'infirmité dans une société dénuée de sensibilité. Est-ce qu'il y a des questions sur Bruegel? On va passer au dernier artiste de la journée, à Alphonse Mucha. Ce peintre tchèque est né en 1860 et décédé à Prague en 1939. Il a été un affichiste, un illustrateur, un peintre et un professeur d'art. Par-dessus tout, Mucha aurait été un principal instigateur du mouvement connu sous le nom de l'Art nouveau. Un mouvement où les courbes et les arabesques étaient dominantes au début du XXe siècle. Bien que tchèque d'origine, il a régné pendant sur le milieu artistique de Paris, à l'époque où il se fait connaître par ses affiches publicitaires qui transformaient les rues de la capitale française en autant de galeries d'art. Mucha a élaboré son style en s'inspirant des motifs orientaux, celtiques, gothiques et rococo. Ses racines slaves sont accompagnées tout au long de son évolution artistique. Ses lignes sont aux courbures élégantes et ses figures de femmes idéalisées caractérisent son style. Sarah Bernard. Cette grande actrice du début du dernier siècle a été la personne qui a eu la plus grande influence sur la carrière de Mucha. Les très nombreuses affiches qu'il a réalisées pour publiciser ses spectacles l'ont propulsé au sommet de la notoriété artistique. Le printemps. Excusez-moi. Le printemps. 1896. Ce tableau fait partie de la série 4 saisons et montre son style qui fait usage de motifs végétaux. Les amants. 1895. Cette affiche théâtrale de Mucha, sa première sans Sarah Bernard, est divisée en 3 parties. En haut à gauche, on voit un théâtre de guignols qui capte l'attention des jeunes enfants.
En haut à droite, on voit une femme attablée. Et enfin, dans la partie basse, on voit des scènes de la pièce. On y trouve des personnages élégants, un violoniste, des fleurs, des danseurs et du champagne. Tout ce qui caractérisait les fêtes parisiennes de la belle époque. L'été 1896, ce panneau décoratif fait partie de la série des saisons, tout comme le printemps de tantôt. La Dame aux camélias, 1896. Cette pièce écrite par Alexandre Dumas à l'âge de 23 ans et publiée en 1848 avait été un succès instantané. De nombreux artistes ont incarné le rôle titre de cette pièce, en commençant par Sarah Bernard jusqu'actuellement Isabelle Adjani et Isabelle Huppert. On demanda à Moucha de produire l'affiche pour cette pièce que Mme Bernard allait jouer au Théâtre de la Renaissance. Portrait de sa femme Marouska, 1908. Moucha avait rencontré Marouska en 1903 à Paris. Elle était la nièce d'un éminent historien de l'art tchèque. Moucha lui donne des cours de dessin privés où une idylle amoureuse se produit entre les deux. Elle représentait son épouse idéale, bien éduquée et cultivée, musicienne et grande admiratrice des arts. De plus, elle était issue d'une vieille famille tchèque. Elle fut sa muse et sa plus grande partisane. Voici la photo de noces où Moucha avait 44 ans. La bière de la Meuse. Pendant 20 ans passés à Paris, Moucha a produit un nombre impressionnant d'illustrations commerciales, de même que des motifs de papier peint, de tapis, de bijouterie et d'argenterie. Le sujet de cette affiche explique la présence du blé et de l'orge. Moucha a aussi dessiné les cadres des 3 images en bas de cette affiche. La danse de 1898. Cette affiche a été créée au sommet de sa notoriété, dans le cadre d'une série qu'il a faite sur les arts. L'utilisation de couleurs automnales, les bruns, les jaunes et les orangés, et les motifs de feuilles mortes dansant dans la brise de l'automne attire le regard vers cette femme à la pose provocante et séductrice, qui regarde par-dessus son épaule pendant que sa robe et sa longue chevelure battent au vent en exposant ses jambes, sa poitrine et son dos. Fleurs de 1897. Ce tableau annonce vraiment l'art nouveau, qui donne aux artistes pleine liberté pour jouer avec les couleurs et les rythmes des éléments de la nature. Son modèle affiche une pose qui exprime la sensibilité, la fragilité et la sensualité. Portrait de Yiri. On voit ici le fils du peintre Yiri, âgé de 10 ans. Sa vie sera une suite passionnante d'événements et d'aventures. Il deviendra correspondant de guerre, voyageur, prisonnier politique, écrivain, mais avant tout un homme courageux qui a su garder en vie son idéal de liberté et de patriotisme, même sous les régimes totalitaires que son pays a connus. Il est mort en 1991. Nestlé, nourriture pour enfants, 1897. Une autre affiche commerciale créée par Moucha, cette fois pour la fameuse compagnie d'alimentation suisse qui n'est pas née avec l'introduction du Quick, on pourrait penser. La mère et l'enfant baignent tout à fait dans l'univers art nouveau. Moucha et les arts de la table, en 1902. Après s'être concentré sur les affiches, Moucha diversifie son activité au tournant du 20e siècle. En 1902, il publie Documents décoratifs, un large recueil où figurent 72 dessins et aquarelles, où il présente des études minutieuses de vaisselle et d'argenterie, comme on peut voir. C'est un véritable cours d'arts appliqués où sont illustrés ses principes de décoration.
Vitrail dans la cathédrale Saint-Guy de Prague, en 1931. Cette impressionnante cathédrale gothique à l'intérieur des murs du château de Prague compte des vitraux qui datent du 20e siècle, dont celui de Mucha qui date de 1931, comme je l'ai dit. Les vitraux précédents avaient été démolis lors de bombardements. Mucha n'a pas tenté de faire un vitrail gothique. Il a plutôt conservé son style Art Nouveau, mais il a quand même utilisé certaines références graphiques traditionnelles de l'art religieux, comme l'auréole autour de la tête des saints. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur M. Mucha? Alors, voilà, ceci met fin à la conférence d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre attention.